Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, oh oui, mes amis, la route vers WrestleMania continue. Et hier soir, elle s'arrêtait par Madison Square Garden à New York, une salle mythique, la cathédrale du catch, la Mecque du sports entertainment, et nous avons eu le Raw, l'épisode de WWE Raw du 10 mars 2025, et c'est la TLR Reviews épisode 115. Après cette introduction très simple mais très efficace, oh oui, attaquons une nouvelle semaine qui a commencé déjà hier soir avec la nouvelle TLR-AM, analyse de match, d'un match avec peut-être moins, j'allais dire, d'entrain, moins de peps que le nouveau sondage que j'ai posté dans la foulée. Je sais pas si vous l'avez vu, mais donc alors hier soir TLRAM à 17h30 tous les lundis en fin d'après-midi, c'était comment catcher avec un genou blessé. C'était un match avec Hugo Pérez en 2010 si je dis pas de bêtises. Oui, je l'ai même pas regardé hier. Je voulais le faire pendant le cardio, mais je l'ai pas fait. Et à l'inverse, j'ai regardé une vidéo de dévoilement des ovnis et des projets secrets de l'armée. Ouh, mes amis, ça bouge en ce moment. Ça bouge, tout bouge. L'actualité, c'est un truc de ouf. Mais on va pas en parler parce que c'est la review de Raw. Et surtout, je vous dis, c'est une grosse semaine catch qui a commencé donc hier soir avec cette TLRAM. Comment catcher avec un genou blessé. Je m'étais explosé le genou. C'était juste avant de filmer World of Hurt en 2010. Donc il y a quasiment 15 ans. Dis donc, mes amis, que le temps passe vite. J'ai l'impression que c'est hier. Et tout ça pour dire, donc review de Raw. Mes amis, je vous l'annonce tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Je vais faire alors non seulement review de Dynamite cette semaine, mais couplé avec la review de Révolution, je crois que c'est le pay-per-view qu'il y a eu samedi dernier, parce qu'il y a eu plein de demandes. Alors dans les commentaires, il y a eu pas mal de demandes, il y en a eu une bonne quinzaine de commentaires qui me demandaient Tom, est-ce que tu vas review Révolution? C'était super, il me semble que c'est Révolution, et je veux pas dire de bêtises. Enfin bref, le pay-per-view qu'il y a eu samedi dernier. Et partie de là, donc oui, je vais le faire. Je vais regarder, je pense, demain mercredi Révolution, et dans la foulée, jeudi, j'enchaînerai avec. Alors, c'est pas que j'enchaînerai, je ferai aussi review de Dynamite, qui sera posté sûrement jeudi soir très tard. Et donc, tiens, j'ai reçu sûrement un texto, prenons le portable, oh oui. Et donc, dans la foulée, en fait, dans la même review de Dynamite, je ferai également la review de Révolution. Donc, ça va se faire presque 6 heures de catch qu'on va regarder en accéléré. Donc, ça fera peut-être 3 heures. J'ai regardé également ce Raw en accéléré. Un petit message d'Alex Castillo d'Horizon Wrestling qui me fait des super fonds, oh oui, et de super miniatures spéciales pour certaines vidéos. Et donc ça me permet de rebondir. Justement, nous sommes en train de parler de merci à Amigo, il me dit qu'il va faire un nouveau fond AEW. Super, merci poto. Mais surtout, donc on était en train d'échanger sur quelle miniature mettre pour la TLR Stories de vendredi à 17h ou peut-être même 17h30, on verra, ou 18h, je sais pas, qui sera tout simplement mon premier match avec les Hardy Boys. Et donc au final, on va faire classique, on va faire comme ça. Voilà, en exclusivité, la miniature de la TLR Stories contre les Hardy Boys, où vous me voyez très étonné. Ouah, je mets une prise de bras à Jeff Hardy. Oh oui. Donc ça sera vendredi. Cette vidéo, vous allez l'adorer, hein, parce que dans ce match, on avait fait une promo avant le match qui était, hop là, oula, le portable a failli m'échapper des mains, mais j'ai rattrapé une promo qui était tout sauf comme ci comme ça. Oh oui. Alex m'a dit, il a mis des gifs de moi, alors je sais plus où c'est, des gifs TLR sur pas Reddit, je sais plus, Tumblr peut-être, enfin bref, peu importe. En tout cas, maintenant, si vous mettez Tom Larufa en barre de recherche sur certains gifs, vous en trouvez quelques-uns postés par Alex. Oh oui, thank you amigo. Donc ouais, grosse semaine catch, review de Raw qui commence et on va l'entamer très rapidement. Ensuite, il y aura des reviews Dynamite et Révolution. Encore une fois, si je dis pas de bêtises sur le pay-per-view, il faudrait que je vérifie. D'ailleurs, on va vérifier tout de suite. On va vérifier tout de suite sur Watch Wrestling, si c'est bien ça. Vendredi, dans la foulée, TLR Stories, mon premier match avec les Hardy Boys. Ouais, c'est ça, AEW Révolution. Alors, voyons combien il y a de parties. Ouh, 4 parties. Allez, chacune faisant 1 heure, ça va être énorme. John Moxley contre Edge Copeland. Allez, ça va le faire. Allez, c'est bon, on va le faire. Samedi, review de SmackDown. Oh oui. Et la route vers WrestleMania continue. Donc, comme je vous ai annoncé, WrestleMania, on fera sûrement un live. Un live dimanche 20 avril, si je dis pas de bêtises, où il y aura review de la première nuit.
qui sera faite dans le live et on enchaînera direct. Donc je commencerai sûrement le live 1 heure avant la deuxième nuit de WrestleMania et on enchaînera avec la live review de la deuxième nuit de WrestleMania. Tout ça sur la chaîne, mes amis, Tom La Rufa. Et donc dernier truc, donc comme j'ai posté un nouveau sondage hier pour la prochaine TLRM et c'est franchement bel esprit. Allez voter mes amis, voyons un peu où ça en est déjà. Il y a eu déjà une bonne trentaine de votes. Je me doutais bien. Donc le choix est entre deux possibilités, soit un match où vous verrez la meilleure German suplex que j'ai jamais sorti de toute ma carrière et j'ai presque envie de dire peut-être une des meilleures German suplex que vous verrez de toute l'histoire du catch. En tout cas du catch masculin, parce que les Joshi, les femmes catcheuses au Japon, c'est des tarés. Hein. Elles ont des pontées et des German suplex de folie. Mais celle-là, j'en suis très fier. Hein. J'en suis très fier parce que c'est un truc de ouf. En tant que Eagle Mask, c'était un match de 2007. Ou alors, Lance Storm contre Eagle Mask, la revanche, match d'entraînement au camp d'entraînement que auquel j'ai participé de septembre 2006 à décembre 2006 et ce match est franchement excellent parce qu'on avait vu le premier match contre Lance Storm dans une autre TLRAM qui avait été fait environ à mi-chemin de la formation et là ce deuxième donc la revanche était quasiment vers la fin peut-être mi-novembre et donc le niveau est franchement très très différent surtout de ma part. Déjà je suis torse nu, oui et franchement bel esprit. Vous verrez ça peut-être la semaine prochaine parce que là pour l'instant c'est le match avec Lance Storm qui mène. Enfin bref mes amis, allez c'est bon, avec cette introduction de 6 minutes à peu près, belle performance, d'habitude c'est plutôt 10 minutes, on attaque donc WWE Raw. Madison Square Garden, salle mythique mes amis, salle mythique, et une salle franchement, alors j'y répondrai peut-être plus à la fin en conclusion ou dans le commentaire que j'ai sélectionné, mais franchement, il y a dire très peu de choses dans ma carrière que j'ai pas encore fait et que j'aimerais vraiment faire, notamment être à Madison Square Garden. Ça, il y a une ambiance mythique auprès de cette salle. J'ai jamais mis les pieds, mais pour avoir parlé à pas mal de superstars qui l'ont fait, ils me disent il y a vraiment quelque chose quand tu rentres dans ce building. Il y a vraiment quelque chose à dire parce que sur tous les murs, il y a des posters, il y a des photos de tous les moments historiques qu'il y a eu dans cette salle, aussi bien en catch qu'en autre chose, qu'en boxe, qu'en basket, etc., qu'en concert et tout. Madison Square Garden, c'est une aura mythique et la WWE nous le rappelle à chaque fois qu'on y est, notamment ce soir à Raw, enfin hier soir, où il y allait avoir un gros main event, un steel cage match entre Seth Rollins et CM Punk. Alors qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bon, déjà on a Jey Uso qui lance le show avec énormément d'énergie. Je l'avais déjà dit en tele reviews et on le redit, oui. Jey Uso a cette gimmick, ce spot du catcher qui augmente l'énergie de la foule dès que sa musique commence et il lance le show et c'est très, si vous prêtez attention, Jey Uso lance très souvent les shows. Pourquoi? Parce que c'est le high energy babyface comme on dit. Moi quand j'étais à NXT, ce rôle au début était à Bo Dallas et après ils l'ont filé à Mojo Rawley. Et après à un moment c'était Edge qu'il avait quand il était babyface. Enfin voilà, il vous faut un babyface sur le show qui a une haute énergie et qui lance la foule rien qu'avec sa musique et qui augmente l'énergie de la foule. Et Jey Uso à ce spot. Jey Uso donc a un match simple contre Grayson Waller. Et le truc c'est que alors ça c'est ce que j'ai marqué. J'ai marqué booking divergent. Pourquoi? Je vous explique. Parce que c'est comme si, de toute façon même Michael Cole nous l'avait dit, ça allait être long de faire 6 semaines jusqu'à WrestleMania juste avec Jay et Gunther et qui s'attaquaient l'un et l'autre. Donc entre temps, booking divergent, on a inclus A-Town Down Under dans cette feud, dans la construction de cette feud et de ce match pour WrestleMania. Et donc, A-Town Down Under a eu un petit accrochage avec Jey Uso et donc ça nous donne ce match simple. Jey Uso, bien évidemment, il gagne le match simple, c'est logique parce qu'on va pas le faire perdre alors que le mec il va catcher pour le titre mondial dans 6 semaines. Mais à la fin du match, donc, il se fait attaquer par A-Town Down Under, il reprend l'avantage, oui. Et donc, en fait, on a lancé dans le mix A-Town Down Under pour meubler un peu la feud. Et parce que, là, encore une fois, ça se répète, Gunther attaque après que Jey Uso ait repris le dessus sur A-Town Down Under, il attaque par derrière Jey avec un sleeper hold. Les amis, je vous le redis, hein, ça va être long les 6 semaines, hein, si c'est du booking comme ça. S'ils rajoutent pas un petit quelque chose en chemin, autre chose que juste des matchs en side, en aparté, comme on a eu là avec Grayson Waller et Jey Uso, c'est très dommage parce qu'en fait, Gunther qui est un excellent catcher et Jey Uso qui a un excellent babyface, on laisse de côté le côté catch, entre guillemets, que certains vont dire, les gros experts de clavier et les experts du canapé qui disent, oui, il a un style limité dans le ring, frérot. Il connecte avec la foule. Il connecte avec la foule et il vend des t-shirts et il fait son job chaque fois comme il faut. Donc, shut the fuck up. Shut the fuck up. Comme dirait mon ami Beast. Oh oui. Non, lui, c'était go fuck yourself. Là, moi, c'est shut the fuck up. Et donc mais bon, c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir une très grosse construction de feud et pas par rapport à la Taylor Booking numéro 1 que j'avais fait.
Mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, en fait, le truc, c'est ça aussi qui m'a fait halluciner sur ce Raw, c'est que, et d'ailleurs, certains me l'ont dit, hein, je vous dis, je suis en retard sur les commentaires, je plaide coupable totalement. Il va falloir que je me bloque au moins une bonne demi-heure pour, quand je fais du cardio, je vais faire ça la prochaine fois. Je vais faire mon cardio et je vais répondre et relire tous les commentaires que j'ai pas likés avec le petit cœur. Mais, certains me disent que SmackDown devient très long à regarder, et c'est vrai, j'ai pas rebondi là-dessus, vu que j'ai fait la review de SmackDown super rapidement la dernière fois. Le booking de Nakamura était pourri, hein, de son règne de champion américain. Mais comme j'ai dit aussi en commentaire, le truc c'est que les catcheurs japonais, je vous le dis franchement, restent très rarement aux États-Unis. Une fois qu'ils ont fini leur excursion de WWE, ils rentrent au pays du soleil levant. Et Tajiri l'a fait, Yoshitatsu l'a fait, Nakamura, je pense, va le faire. Enfin voilà, et donc je pense que Nakamura, il a fait tout ce qu'il avait à faire à la WWE, il commence à avoir le mal du pays, comme on dit, et il a dû faire savoir à l'office, écoutez, à la fin de mon contrat, je repars au Japon, parce que le mec, il a la voie grande ouverte à la New Japan, à la Noah, je pense qu'il gagnera très très bien sa vie, et il sera chez lui avec toute sa famille, dans un pays qui parle son langage. Donc bon, voilà, donc, mais c'est vrai que son booking a été pourri, et donc tout ça pour dire, là c'est pareil, donc avec Gunther et Jay, on a un booking très, j'allais dire limité, et donc certains me disent, oui, SmackDown, c'est dur à regarder depuis que c'est passé à 3 heures. Là, ce Raw, il y a eu du très bon, mais il y a eu 2 ou 3 trucs où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Et donc, bon, en parlant de qu'est-ce qui se passe, ce n'est pas trop ce qui a suivi, parce qu'on a eu une promo dans le ring de Logan Paul. Alors, Logan Paul, ultra réaction de heel, mais là, j'ai pris pas mal de notes, vous allez voir. Logan Paul annonce que son âme est à vendre. Il le dit clairement, hein. Il le dit clairement noir sur blanc, en personnage, ok. Mais les mots ont une force, mes amis. Les mots ont une force. Le mec, il dit clairement, mon âme est à vendre, donc vas-y, Rock, viens la chercher. Voilà, il veut rejoindre The Rock, et ça serait énorme, hein. Ça serait un clan ultra de heel de ouf. La hit qu'il y aurait, ça serait un truc de ouf. Surtout si The Rock met son stamp of approval sur Logan Paul. Alors maintenant, la grosse question, c'est qui a plus besoin de l'un de l'autre? Parce que Logan Paul a quand même une grosse présence online. The Rock aussi, mais The Rock a beaucoup plus de choses en dehors du online. Il a le ciné, il a le catch, est-ce qu'il a toujours la XFL d'ailleurs? Bonne question. Et Logan Paul, lui, c'est purement online. Donc j'ai presque envie de dire, l'un comme l'autre, ils ont autant besoin l'un de l'autre. Dans tous les cas, Ringside est Andrew Schulz. Alors pour ceux qui le connaissent pas, moi je regarde énormément son podcast, j'adore. Et son podcast est super important aux États-Unis. C'est un comédien là-bas, c'est un mec qui fait du stand-up comedy, mais le mec il a un podcast qui marche de ouf. Il est souvent invité sur Joe Rogan. Bel esprit de voir, parce que ça va attirer des yeux sur le produit WWE. Et donc Logan Paul va attaquer Andrew Schulz qui est Ringside. AJ Styles vient le sauver. Et alors, bien sûr, je pense qu'on voit tous venir le match à WrestleMania entre AJ Styles et Paul Logan, qui risque d'être un bon match, mais alors, à voir si ça se confirme. Et en fait, espérons, c'est ce que j'ai marqué, voilà, c'est ça en fait, parce que là, je commence à analyser vraiment Logan Paul, vu qu'on le voit de plus en plus, depuis que Raw est passé sur Netflix le 6 janvier 2025, mes amis. Et mes réa ralenti, et il y avait un troisième truc, c'était quoi? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Le truc, c'est que j'espère que AJ Styles va pas être, entre guillemets, gâché dans ce match pour porter Logan Paul. Je vous explique. En fait, si Logan Paul est vraiment sérieux pour faire du catch, il devrait maintenant pouvoir sortir des matchs contre n'importe qui, et pas juste des vétérans ou des mecs avec qui il a catché plusieurs fois dans le passé. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, Logan Paul, on le fout chaque fois dans des gros matchs contre des mecs comme Rey Mysterio, Roman Reigns, même LA Knight, qui est très très bon catcheur, il a plus de 20 ans d'expérience. Là, on va le mettre contre AJ Styles. Ouais, mais frérot, c'est dur d'avoir un match pourri contre Rey Mysterio ou AJ Styles. Donc en fait, avoir un bon match avec eux, ça veut pas dire que t'es bon ou que t'es fait pour le métier. Avoir un bon match avec quelqu'un comme comment il s'appelle, c'est un match intergénérationnel, mais vous avez capté l'idée. Avoir un bon match avec comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, celle qui était dans PCF là, son contrat a pas été renouvelé là récemment. Daria Benato, j'ai oublié. PCF. Pure Fusion Collective, il y avait la brune. Bon, je sais plus, j'ai zappé. Bon, bref. Chez les mecs, il y aurait quoi? Il y aurait qui chez les mecs? Avoir un bon match avec. Bon, je sais plus, franchement, bon, allez. Il y a un trou, enfin, bref. Avoir un mauvais match avec AJ Styles, c'est littéralement impossible. Avoir un mauvais match avec Rey Mysterio, c'est littéralement impossible. Avoir un mauvais match avec LA Knight, vu que le mec est tellement over, si tu gardes le truc simple, c'est impossible. Donc le truc, c'est mettre pour Logan Paul dans ce genre de match. Alors oui, ça va faire une grosse affiche, ça c'est sûr, mais ça va pas montrer le talent et le potentiel, et ça va pas construire Logan Paul d'un point de vue catch. Et donc si le mec est vraiment sérieux vis-à-vis du catch, maintenant il devrait être capable de sortir des matchs avec n'importe qui. Alors bien sûr, son potentiel commercial ne permet pas de le mettre contre, je sais pas, des Tozawa ou des Otis, ça c'est sûr, parce que l'affiche serait pourrie.
mais quand même, je pense pas que Logan Paul soit sur beaucoup de live event. Donc en fait, c'est ça, moi, que je vois, c'est que, ok, on va faire AJ Styles contre Logan Paul, ça va faire une grosse affiche pour WrestleMania, c'est sûr, il va y avoir des spots de ouf, je pense que Logan Paul va sortir des springboards et tout, d'accord, ok, cool. Mais, je redis, c'est pas un match d'un point de vue worker, d'un point de vue éthique de travail, qui va développer Logan Paul, en fait. Mais c'est sûrement pas le but, parce qu'au final, le mec est une affiche à lui tout seul. Il ramène énormément d'yeux sur le produit. Donc bon, c'est comme ça. Mais c'est bon. Et puis AJ Styles aussi, il faut pas oublier que AJ Styles, maintenant, avec l'âge, il est sur la pente, entre guillemets, descendante de sa carrière. Donc oui, sa position, ça va être d'élever des jeunes catcheurs, ça c'est sûr. Mais quand même, moi je vois ce match et je me dis oui non mais en fait c'est facile de foutre quelqu'un contre AJ Styles, un mec comme Logan Paul et après dire oh il a un super match, il est fait pour le business, d'accord. Non maintenant il faudrait voir Logan Paul avec des mecs avec un peu moins d'expérience et voir comment le match sort. Et ça mes amis, je pense que ça serait une histoire vraiment différente. Mettez Logan Paul au Performance Center dans des matchs appelés dans le ring avec des mecs qui ont juste quelques années d'expérience maximum. Le match, je pense, il y a de très grandes chances que le match, alors je vais pas dire soit pourri, mais ça soit autre chose que ce à quoi nous habitue Logan Paul. D'autant plus que bon, si le mec répète chaque prise des dizaines de semaines avant le show, c'est pas ça le catch. Enfin bon, moi c'est mon point de vue, c'est le point de vue old school les amis. Le catch c'est pas répéter un match, l'apprendre par cœur et le sortir le jour J. Non, c'est... On voit toutes les interviews avec The Rock et Hogan, où Hogan expliquait qu'à la base, le match entre lui et The Rock à WrestleMania 18, si je dis pas de bêtises, en 2002, était censé à la base être par cœur. Et au final, quand ce qu'ils avaient prévu ça allait pas marcher, ben, ils ont tout appelé dans le ring. C'est ça le catch, il faut écouter la foule. Oh oui. Enfin bref, allez, on a un Tornado Tag Team match par la suite entre le New Day et LWO. Victoire du New Day grâce à une intervention d'un luchador masqué. J'avais zappé. Oui, c'est vrai, j'avais zappé. J'étais tellement concentré sur Logan Paul, j'ai oublié ce passage énorme. C'est probablement un des passages préférés pour moi du show. Un luchador masqué aux couleurs américaines contre Rey Mysterio Jr. C'est énorme. Va-t-on oser dire qu'il semble être caché sous ce masque? Mais c'est énorme. Si la personne qui est sous ce masque, et c'est la personne qu'on soupçonne, et que cette personne qui aime bien regarder la télé sur le câble, adopte un style de catch de lucha libre, ça serait super divertissant. Si le mec il commence à se faire des ciseaux de tête et des magistrales et des trucs de lucha libre qui commence à catcher à droite, ça serait énorme. Alors moi mes amis, je sais pas si vous l'avez vu venir aussi, mais je sens venir le match suite à ce petit segment, masque contre masque, à WrestleMania contre Rey Mysterio. Ça serait une grosse affiche. Oh oui, bel esprit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de match masque contre masque. Et si je suis un petit diablotin, si je fais partie d'un certain clan qui est en train de se former à la WWE, je ferai gagner Chad Gable. Mais faut pas dire que c'est lui. Parce que je pense que c'est lui. Même si après, par la suite, on est un rebond sur cette storyline, c'est énorme. Je ferai gagner Chad Gable et Rey Mysterio termine sa carrière à la WWE démasqué. Ça serait pas mal. Ça redonnerait un rebond à la carrière de Rey Mysterio, voire à le faire tourner heel. Bon, mais ça m'étonnerait. Rey Mysterio pourrait jamais être heel. Il serait jamais un bon heel. In-ring promo de Cody Rhodes. Alors, Michael Cole qui mentionne que Cody Rhodes a montré à SmackDown un bon range of emotions. Pourquoi j'ai pris cette note? Pourquoi? Parce que c'était une expression qui était souvent utilisée en promo days au Performance Center. Et ça m'a replongé dans le passé. Range of emotions. C'est exactement comme je vous dis, un catcheur en promo doit montrer différentes couches de personnalité. En fait, oui, il doit aussi montrer différentes couches ou alors un différent spectre d'émotions. Il peut pas juste être énervé, il peut pas juste être content, il faut qu'il soit capable de tout être si vous voulez être un main eventer à la WWE, et Cody Rhodes le fait magnifiquement. Cody s'adresse à John Cena, et la foule de Madison Square Garden est énorme en chantant « Let's go Cena, Cena sucks ». Ça va être énorme. Quand Cena va réapparaître à la télé, ça va être énorme. Et c'est pour ça que dans la review de SmackDown, je commençais à dire que malheureusement, le heel turn de John Cena ne sera pas aussi grand et efficace que celui d'Hulk Hogan et de la NWO. Pourquoi? Parce que, alors, Bischoff a eu une analyse là-dessus, j'ai pas regardé encore sa vidéo, faudra que je la regarde, mais il disait que c'est aussi une question de timing et c'est une façon dont comment ça a été fait. Et le truc, c'est que Hogan, quand il a tourné heel, direct la semaine d'après, on a eu du nouveau. Et chaque semaine, on avait du nouveau, et donc c'est une histoire qu'on maintenait en haleine. Là, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas vu Cena, 3 semaines qu'on nous rejoue les mêmes vidéos. C'est bon, ça commence à être relou. Et si Cena apparaît une fois par mois, pareil pour The Rock, ça va vite se tasser la storyline. Hein. C'est dommage parce qu'ils ont la poule aux œufs d'or avec ça. Bon bref, il n'y a pas eu grand chose dans cette promo, si ce n'est que Cody gagne du temps, et vu que Cena n'est pas là, et il sera qu'à Raw à Bruxelles la semaine prochaine, et j'espère qu'il y sera en personne, j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de trucs par satellite pour vraiment avoir encore plus de hits en disant ouais vous méritez pas de me voir en personne, je suis aux États-Unis en train de faire un rituel avec The Rock et Travis Scott. D'ailleurs, qu'est-ce que fout Travis Scott dans le clan? Je comprends pas. Je comprends sincèrement pas. Je sais pas. Alors déjà, dites-moi sincèrement, je sais pas, j'écoute pas le rap. Est-ce que Travis Scott est une si grosse star que ça?
Alors ok, dans ces concerts il y a des morts, ok d'accord, il remplit sa part du marché, ok, avec qui on sait, mais qu'est-ce qu'il fout dans le clan? Ils ont même sorti un t-shirt Cactus Jack, ça sort d'où ce truc de Cactus Jack? Oula, j'ai les cheveux qui commencent à sécher après la douche, mes amis, je suis allé à la salle, et bref. Ouais, donc le truc Cactus Jack, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'il fait? Il vole la gimmick de Mankind, enfin de Mick Foley, je comprends pas trop. Et donc, ouais, j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de John Cena qui est juste là en vidéo. Enfin, surtout, j'espère pour les fans présents. Parce qu'ils ont littéralement dit, John Cena sera à Bruxelles la semaine prochaine. Alors voilà, j'espère qu'il y sera physiquement. Pour vous tous, mes amis, qui j'imagine seront nombreux, dites-moi dans les commentaires qui va aller voir Raw à Bruxelles. Je suis très curieux de voir le pourcentage de gens qui va y aller, notamment de la France. Parce qu'après, j'ai un petit public de Belgique qui regarde, mais la majorité est en France. Et donc Cody dit qu'il gagne du temps, vu que Cena n'est pas là, et il dit qu'il va l'empêcher, il va empêcher son idole, enfin un de ses mentors, de devenir 17 fois champion du monde. Ça peut être sympa comme angle et comme axe d'approche de la feud de dire je vais t'empêcher de gagner ton 17e titre, et que Cena est omnibulé et obsédé par le fait de casser tous les records et de devenir l'un des plus grands champions du monde de toute l'histoire du catch, oh oui oui, toute époque confondue, et que c'est pour ça que là, il a fait ce qui était nécessaire, même s'il n'en avait pas envie, c'est-à-dire vendre son âme à Morok. Singles match entre Raquel Rodriguez et Bayley. Alors, est-ce que Bayley a un match à Mania? Je pense pas. En tant que grande prêtresse du clan des Serpillères, qui a continué d'ailleurs ce soir, parce qu'elle perd le match. Victoire de Raquel, après une intervention de Dom et Liv, alors ça protège éventuellement la haute prêtresse du clan des Serpillères, et Raquel devient aspirante numéro 1 au titre intercontinental féminin, alors qu'elle est championne par équipe. Raw est passé à 3h sur Netflix depuis le 6 janvier 2025, éméré à ralenti, ok cool, mais la championne par équipe est dans une feud solo pour le titre intercontinental féminin. Il n'y avait pas une autre heel sur le roster féminin à Raw qui déteste apparemment, tout le roster féminin déteste Jade Cargill, oh oui oh oui. Il n'y avait pas une autre heel qui aurait mérité ce spot, et de faire plutôt une feud, construire une feud pour le titre par équipe féminin, avec Mania qui est dans 6 semaines. C'est bizarre. Passé à 3 heures, on pensait que ça allait simplifier les storylines, mais j'ai l'impression que ça les complique encore plus. Bref, énorme segment backstage avec Chad Gable. Oh oui, oui, qu'on a peut-être apparemment pas vu déjà sur le show. Pourquoi? Parce qu'il est confronté par l'intervieweuse au sujet du luchador masqué américain, qu'on a vu plus tôt dans la soirée, qui était habillé comme lui. Et Chad, magnifique, nie tout en bloc. Personne ne le croit, et juste derrière, on voit passer le catcheur masqué, avec le masque américain, qui est arrêté par la sécurité. C'est excellent. Ça, alors, je le redis, hein, c'est peut-être à cause de ce genre d'humour et ce genre de mentalité catch que les légionnaires ont jamais été pushés à NXT, parce qu'on faisait souvent des segments comme ça devant Dusty Rhodes et devant les scripteurs en tant que légionnaire avec Marcus. On faisait souvent des segments comme ça pour montrer qu'on était divertissant. Et le truc, c'est le problème, c'est quand t'es trop divertissant, ils vont te dire, bon, toi, tu vas avoir la case divertissant, et vu qu'on a d'autres qui sont incapables d'être divertissants, on va les mettre dans la case sérieux destructeurs. Et ils ont des pushs. En tout cas, j'ai adoré ce segment, ça m'a fait délirer. Et je vous dis, ce match masque versus masque qu'on risque d'avoir à WrestleMania, ça va être énorme. Ouh là là là, et je pense que ça va être un excellent match aussi. Hein. Oh oui, oh oui. Après, on a une promo dans le ring entre Io Sky et Bianca Belair. Mes amis, comment on peut ne pas aimer Io Sky? S'il vous plaît, dites-le moi. Parce que, franchement, elle est probablement la meilleure catcheuse du roster aujourd'hui, voire au monde, tout simplement. Et, allez hop, la serviette tombe, mes amis. J'ai pris ma douche. Oh oui, oh oui, après la grosse séance de jambes que j'ai faite. Oh oui, oh oui, bel esprit. Et la vidéo n'a toujours pas changé. Et je vous ai écouté, j'ai mis en boucle. Lecture en boucle. Oh oui, oh oui. Donc, bref. Comme je disais, comment on peut ne pas aimer Io Sky aujourd'hui? C'est probablement la meilleure catcheuse au monde. Oh oui. Et sa personnalité semble adorable. Alors, je la connais pas personnellement, oh non, mais franchement, mes amis, je vous le dis tout de suite, hein, si elle est comme Asuka, Asuka était adorable. Alors, Asuka, je m'étais entraîné, elle était dans le groupe des catcheuses quand je manageais Billie Kay et que je m'entraînais avec les divas, avec les vaudevillains aussi, Simon Gotch et Aiden English. Et Asuka était adorable. Et deux ou trois fois, on a fait un match, Billie Kay, je la manageais contre Asuka en solo, en live event, et c'était énorme. Elle me donnait des coups de pied, Asuka, c'était énorme. Je vendais ça en over the top, un peu à la Shawn Michaels avec Hulk Hogan à SummerSlam 2002, je crois, peut-être. Et donc, si Io Sky a la même personnalité backstage que Asuka, Kana, c'est une meuf qui est adorable. Et ça se sent dans le ring, ça se sent, la foule l'adore, et la foule qui chante You Deserve It, elle a totalement raison. Bianca arrive, elle la rejoint, et en effet, parce que, alors ça aussi vous l'avez noté, c'est vrai, j'ai fait la review en speed, lors du match entre Io et Rhea Ripley, Bianca est intervenue en poussant Rhea. Pourquoi il n'y a pas eu de disqualification? Vous m'avez soulevé le truc, c'est vrai, moi j'y ai pensé en fait en voyant le match, mais j'étais tellement dans le speed pour faire la review que j'ai pas noté, en fait j'ai pas fait la remarque. Non, c'est pas à SmackDown, c'était à Raw la semaine dernière.
Et donc Bianca est intervenue en position arrière. Pourquoi il n'y a pas eu de disqualification? Pourquoi? Parce que je pense qu'on a tous compris qu'on se dirige vers un triple threat, un match triple menace à WrestleMania. Et alors que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, je pense que c'est une bonne chose parce que tous les titres de championnat pour l'instant sont défendus dans les matchs simples, donc ça donne une saveur différente à ce match-là. Et ça va donner, je pense, un excellent match, ça c'est sûr. Maintenant, la façon dont ça va être construit, je sais vraiment pas comment ils vont faire. Parce que Rhea, elle a perdu son titre, elle devrait fermer sa bouche, et c'est pas comme si Bianca a officiellement et directement causé sa défaite. Comment ils vont nous amener ça? J'ai peur que le booking soit très brouillon, tout simplement, pour justifier le fait qu'on a un match triple menace à WrestleMania. Et mes amis, on en arrive au main event, un Steel Cage match entre Seth Rollins, Seth, frère d'Osiris, frère diabolique d'Osiris, dieu égyptien, enfin, néther égyptien, contre CM Punk. Quel symbolisme, mes amis, quel symbolisme de regarder ce match avant le show de ce week-end, de samedi à Fos-sur-Mer, juste à côté de Marseille, le show Tigers Pro Wrestling, où moi aussi j'aurai un match en cage. Bel esprit, je voulais regarder des matchs en cage pour étudier un peu la question, et bien là j'en ai eu un bon petit match en cage qui a commencé à 200 à l'heure en baston direct. Petit spot obligatoire, hein, comme c'est le cas dans tous les matchs en cage, avec une sorte de superplex du sommet de la cage par Seth Rollins sur CM Punk, si je dis pas de bêtises, ou c'est l'inverse, c'est CM Punk sur Rollins. Bref, dans tous les cas, symbolisme aussi de Seth Rollins qui applique le STFU sur Punk. Est-ce que ça serait un message envoyé à Cena et The Rock, en mode engagez-moi, comme on en a parlé dans la TLR Booking numéro je sais plus laquelle. Et bref, énormément de dégagement, énormément de faux finish dans ce match, notamment par Seth Rollins. Et à mi-chemin du match, je vous promets, bon là je fais la review post-show, mais à mi-chemin du match, j'ai capté qu'on allait voir Roman Reigns revenir devant ce match. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est logique. Je me suis dit, bon, Rollins et Punk, ça fait des mois qui feudent ensemble. Avoir un vainqueur clean dans ce match, ça ne va rien apporter à la feud, surtout à 6 semaines de WrestleMania. Il faut du piment, il faut un imprévu, il faut quelque chose. Et là, je me suis dit, bah oui, tu ramènes Roman Reigns dans ce match, et ça vu qu'on a Roman Reigns, on l'a pas vu depuis des semaines, et c'est exactement ce qu'on a eu. Roman Reigns revient et fait gagner Seth Rollins en le tirant hors de la cage pour le défoncer. Roman défonce Rollins, et après il défonce Punk, quand il y a eu un segment très très ambigu, où Paul Heyman aidait Punk à se relever dans le ring. Très intéressant. Où est-ce que tout cela va finir dans la route pour WrestleMania, mes amis? Eh bien, nous le verrons bientôt. On le verra dans les prochaines semaines et on en fera des reviews ici sur la chaîne Tom la Ruffa, mes amis. Alors, un Raw qui fait avancer le truc, qui fait avancer le schmilblick, comme on dit. Mais là, qu'est-ce qui va se passer avec Roman Reigns? Est-ce qu'on va avoir un singles match contre Rollins, ou alors on va avoir littéralement un match à 3, là aussi un match triple menace entre Rollins, Punk et Reigns, et ajouter, non, Drew il va feuder avec Damien Prêtre, parce que j'allais dire, si vous mettez Drew, ça fera un match à 4 coins, parce que là, un autre triple threat, alors qu'on va avoir Bianca, Io et Rhea. Ouais, en fait, j'allais dire, autant ce WrestleMania va être blindé niveau star caliber et le calibre des stars qu'on va y voir, autant j'ai peur que certaines storylines, c'est pas que j'ai peur, elles sont pas bâclées, je vais pas aller jusque là, mais on sent que c'est fait à la va-vite et que c'est à la va-vite. Bon, enfin bref. Mes amis, dans tous les cas, c'était un bon petit Raw quand même, mis à part après le match Raquel et Bayley, il est un peu sorti d'un peu nulle part. Et mes amis, c'est l'heure de la question du commentaire de la vidéo. Oui, et vous allez comprendre pourquoi je l'ai sélectionné. Alors, c'est un commentaire, un nouveau, ça j'ai jamais vu ce pseudo. OTC WWE Yeet. Ah oui, d'accord. Alors toi, tu es fan de beaucoup de choses. Oh, un petit chien derrière en pub, c'est magnifique. Ouh là là, j'adore les chiens. Alors, et les animaux tout court. Un mec qui se rase. Alors moi, ça fait des années que je me suis pas rasé, mes amis. Mais on commente les pubs, maintenant on fait des télé-reviews, des pubs YouTube. Yo, ça fait, j'en parlais avec ma copine, ça fait depuis été 2012, automne 2012, que la peau sous ma barbe n'a pas vu la lumière du jour. La moustache, je me l'étais rasée début 2016. Parce que j'avais fait un look grosse barbe, moustache rasée. En mode dictateur du film de Sacha Baron Cohen. C'était de la hit de ouf. Il y a une photo qui traîne sur Facebook où je manageais en promo days les Authors of Pain comme ça. Ouh, ça avait de la gueule. Hein. Ça avait de la gueule et William Regal avait dit, les mecs, j'ai rien à vous dire, c'est parfait. C'est parfait. Vous deux, en parlant à Camérézard, vous êtes menaçants comme il faut. Et toi, alors moi il m'avait dit, toi Frenchy, il m'avait dit, toi monsieur, il m'appelait monsieur, vous, toi monsieur, je vous laisserai pas approcher d'une école. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Mais bref, dans tous les cas, c'était un look de ouf.
Et dommage qu'ils aient pas suivi parce que manager les Authors of Pain, ça aurait été énorme pour Sylvester Lefort. Oh oui, oh oui, le dictateur. Non, enfin, en ce moment, là, ben, j'aurais calqué mon personnage un peu sur Napoléon ou sur ce qui nous sert de président. Ce qui nous sert de président actuellement en France, c'est franchement, littéralement, un dictateur. Oh oui, oui. Mais qui veut même pas faire de référendum parce qu'il sait que ça va être un plébiscite de la foule et qui va se faire dégager si on laissait le choix à la foule, si on respectait vraiment la volonté du peuple. Enfin bref, c'est pas un truc politique, c'est pas un bel esprit chaud. Oh oui, oui, c'est une télé-reviews. Et donc à la fin de chaque télé-reviews, je réponds à un de vos commentaires. Donc n'hésitez pas à en poster dans les commentaires. Je réponds à vos questions que vous postez en commentaire. Donc OTC WWE Yeet, tu me dis, dans une review d'ailleurs, Dynamite, tu me dis, si tu devais refaire toute ta carrière de catch, quelle période choisirais-tu pour la commencer et avoir plus d'opportunités ou de chance? Avec le petit trèfle à 4 feuilles, qui est un symbole irlandais. Becky, un jour, je lui avais offert un porte-clés en revenant de vacances de la Côte d'Azur, et elle m'avait ramené un petit porte-clés que je dois avoir derrière, juste derrière. Faudrait que je le chope. Ouais, je crois que je l'ai derrière, un petit porte-clés irlandais, ou alors il est dans mon sac. Ben non, je crois qu'il est derrière. On va voir. Peut-être dans une prochaine review, je le sortirai, je le poserai à côté de l'ordi. Bon, bref, tu me demandes l'ère Vince McMahon ou l'ère Triple H. Alors, franchement, c'est une question très... tendu dans le sens que je vais pas pouvoir y répondre. J'explique pourquoi. Parce que j'ai jamais bossé avec Vince McMahon. Et je parle bosser, je redis, je laisse de côté tous les scandales qu'il y a eu. J'ai jamais bossé avec Vince McMahon, mais c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé pouvoir faire professionnellement. C'est-à-dire puiser dans son cerveau et comprendre comment un mec comme ça voit le business et comment il attaque une storyline, un angle, la construction d'un personnage. Tu vois, parce que autant à NXT, Sylvester Lefort était quand même assez bien établi, surtout en tant que manager, autant je sais que si j'avais été sur la route, chose que j'ai failli faire à un moment donné, on en reparlera dans une Taylor Stories peut-être, oui, il faudrait que j'en parle, cet entretien que j'avais eu avec Bill DeMott, où grosso modo il m'avait dit, mec, grosso modo si t'aimes faire manager, c'est quasiment, tu passes devant tout le monde dans l'ordre des gens qui vont aller sur la route. C'est une autre histoire, il faudra que j'en parle dans une Taylor Stories. D'ailleurs il va y avoir une Taylor Stories dans la semaine de WrestleMania où je vous expliquerai toute mon expérience, je vous dévoilerai toute mon expérience backstage à WrestleMania 30. Oh oui, oui. Bon bref, à la Nouvelle-Orléans. Ou là où aura lieu WrestleMania, je crois l'année prochaine, il me semble. Ou c'est SummerSlam, je sais plus. Bon bref, dans tous les cas. Ouais, bosser avec Vince, j'aurais vraiment aimé parce que autant, donc, comme je disais, à NXT, Sylvester Lefort, notamment en tant que manager, était bien établi. Autant j'aurais été très curieux de voir comment Vince aurait, lui, réétabli le personnage sur la route. Donc en fait, le truc c'est, moi voilà, tu vas comprendre, je considère pas genre j'aurais aimé être sous l'air Vince ou sous l'air Triple H parce que j'ai jamais bossé avec Vince, donc je sais pas ce que ça aurait donné. Par contre, c'est clair et net que si je pouvais retourner en arrière et refaire ma carrière, il y aurait certaines choses que j'aurais fait différemment. Déjà peut-être, notamment, j'aurais dit à Bill DeMott lors de cet entretien que j'avais eu avec lui, j'adore faire manager. Oh, j'adore faire manager. Parce que là, j'aurais été sur la route directe, ça je vous le dis tout de suite. Il me l'avait dit, on adore ton personnage et bon, enfin bref, les détails, ça sera dans la Taylor Stories. J'aurais également fait beaucoup plus de muscu. Ouh là 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 là. Regardez Mike D. Alors, deux choses, parce que ça c'est énorme ce qui se passe. D'ailleurs, je ne vais pas envoyer le message parce qu'il répond jamais au message. Mais pareil, Aigle Blanc. Regardez, récemment, Aigle Blanc, il a mis une story, je crois, c'était où sur Twitter ou sur Insta? Je ne vais plus sur Twitter de toute façon. Bon bref, où il disait grosso modo il y avait le D'Lo Brown ou Mick Foley, je crois c'est Mick Foley qui le faisait mousser en disant ce mec là il est à 7 kilos d'être une grosse star internationale. Aigle, je pense pas que tu regardes ces reviews, mais est-ce que c'est pas ce que je te dis depuis des années? Prends du poids, t'as tout, t'as le in-ring, t'as la tenue masquée d'Aigle. Aux États-Unis, je sais pas si ça va connecter, mais depuis, il pourra confirmer, depuis des années, je lui dis, mec, prends du poids, prends au moins 10 kilos de muscle. Mick Foley lui dit la même chose. Mike D, regardez-le, il a un physique de ouf, il fait des trucs de ouf, peut-être même trop de trucs de ouf. Le problème, c'est ça. Le problème de Mike D, c'est que il fait trop de voltige. Frérot, t'es un poids lourd. Le problème, c'est que si tu fais de la voltige dans tes matchs, et c'est comme ça que tu te mets à briller, les fans et les promoteurs vont s'attendre à ce que tu fasses de la voltige dans tous tes matchs. Et le jour, je te le souhaite pas du tout, touchons du bois, amigo, touchons du bois, mais si un jour tu te blesses, ou un jour t'en as marre, ou t'es dans un ring pourri, ou peu importe ce qui peut arriver, tu peux pas faire ta voltige, les fans vont dire, ah, mais non, c'est pas le Mike D qu'on veut. Comprends ça, amigo. Donc, bref, ça pour vous dire, voilà, j'aurais fait beaucoup plus de muscu que j'ai fait. On le voit dans les TLRM, de toute façon, les gars, et j'avais un physique de ouf, mais sec, un peu à la John Morrison, grosso modo. Non, si j'avais pu avoir, ne serait-ce que
Ouais, 5 à 10 kilos de muscles. Alors, 10 kilos, j'aurais été ouf, un truc de ouf. J'allais dire, si je pouvais avoir pris aussi 15 centimètres de plus, alors yo, si j'avais fait 1m95, mais j'aurais été inarrêtable, inarrêtable. C'est ce qu'avait dit Sami Zayn de façon à l'époque. Sami Zayn, il avait dit un jour au Performance Center, en voyant Ellen Knight, Slate Randall, Eli Drake, qu'on verra dans une Taylor Stories bientôt d'ailleurs, il avait dit, mais putain, si j'avais son physique, je serais inarrêtable. Bah, moi c'est pareil, si j'avais fait 1m95 et que j'avais eu 10 à 15 kilos de muscle en plus, oulala, ma carrière aurait, en tout cas aux États-Unis, aurait été vraiment, vraiment, vraiment différente. Mais d'un autre côté, comme je le dis, si j'avais dit à Bill DeMott, j'adore faire manager, coach, mettez-moi sur la route, ben j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait à Impact. Et mes amis, alors bon, voilà, OTC WWE, j'espère que ça répond à ta question. Et tout ça pour dire, magnifique transition, j'aurais pas fait tout ce que j'avais fait à Impact si j'avais dit à Bill DeMott ce jour d'août 2013, un mois après l'ouverture du Performance Center. Si je lui avais pas dit, si je lui avais dit, j'adore faire manager et que j'avais été sur la route en tant que manager, eh ben j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait à Impact, que vous pouvez découvrir dans les TLR Stories. Oui, oui. Et la prochaine sera postée vendredi à 17h. 30 ou 18h. Donc abonnez-vous les amis, abonnez-vous et mettez la petite cloche pour être prévenu de quand sortent les sorties, parce que celle-là je vais pas la mettre enfin oui, je vais la mettre en première, je pense, première instantanée dès qu'elle est postée. Ouais, peut-être. Ouais, on va voir. Bon bref, dans tous les cas, elle sera postée à 18h. Allez, boum, 18h vendredi. TLR Stories numéro. Bougez pas, on va regarder parce qu'on en est combien là. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 TLR Stories Impact. Ça sera la 9 TLR Stories numéro 9, tribunal contre les Hardy Boys. Oh oui, avec promo. Et on était d'ailleurs avec Al Snow ringside. Gros match, mes amis, que vous pourrez découvrir vendredi à 18h sur la chaîne Tom Larufa. Prochaine vidéo, ça sera review de Dynamite et de Révolution qui sera sûrement postée jeudi soir, voire, non pas vendredi matin parce que ça fera 2 vidéos vendredi, mais je vais me débrouiller pour la poster jeudi soir, même si elle sera tard. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous et mettez la petite cloche pour abonnez-vous à la chaîne et mettez la petite cloche pour être prévenu des nouvelles sorties de vidéos. Likez, partagez, commentez, mes amis. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et bien évidemment, ne vendez pas votre âme à qui vous savez, mais surtout gardez le bel esprit. Oh oui, ah oh.